Avant les poumons, avant les animaux, avant même les plantes, la vie existait déjà sur Terre. Mais il y a un détail que personne ne vous a appris à l'école. Respirer de l'oxygène aurait tué ces premières formes de vie. Pendant des milliards d'années, la vie s'est développée dans un monde sans oxygène. Puis un événement a changé le destin de la planète. Un gaz considéré comme toxique a envahi l'atmosphère. Ce gaz, c'était l'oxygène. Et chaque respiration que vous prenez en ce moment est l'héritage direct de cette catastrophe. Il y a environ 3,5 à 3,8 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre. La planète est alors méconnaissable. L'atmosphère contient beaucoup de dioxyde de carbone, du méthane, de l'azote et pratiquement aucune trace d'oxygène libre. Les premières formes de vie sont des micro-organismes prokaryotes, des êtres unicellulaires sans noyau défini. On les appelle organismes anaérobies. Ce mot signifie une seule chose, ils vivent sans oxygène. Certains puisent leur énergie en décomposant des molécules organiques, c'est la fermentation. D'autres utilisent des réactions chimiques, des événements hydrothermaux au fond des océans, c'est la chimiosynthèse. La vie existe déjà, elle respire, mais c'est un monde radicalement différent du nôtre. Il y a environ 2,7 milliards d'années, une innovation biologique va tout changer. De minuscules organismes apparaissent, les cyanobactéries. Elles inventent un mécanisme extraordinaire, la photosynthèse oxygénique. Grâce à la lumière du soleil, elles transforment l'eau et le CO2 en énergie chimique. Elles rejettent un sous-produit, considéré alors comme un simple déchet, l'oxygène. Au début, cet oxygène est immédiatement absorbé par les océans, notamment par le fer dissous et par les roches. C'est pourquoi les dépôts de fer rubané que l'on trouve dans les roches sédimentaires du monde entier constituent aujourd'hui la preuve géologique de cette période. Mais progressivement, entre 2,4 et 2,1 milliards d'années, l'oxygène s'accumule dans l'atmosphère. Cet événement est connu sous le nom de la grande oxydation. Pour la grande majorité des organismes vivants de l'époque, cet oxygène est une catastrophe. Il est toxique pour leur métabolisme, des espèces entières disparaissent. C'est l'une des plus grandes extinctions de masse de l'histoire de la vie. Mais dans cette catastrophe, quelques cellules trouvent un moyen de survivre, et même de prospérer. Et ce qui va suivre va transformer la planète pour toujours. Probablement, il y a entre 2 et 1,5 milliard d'années, une découverte biologique majeure survient. Une cellule ancestrale absorbe un micro-organisme capable d'utiliser l'oxygène. Au lieu d'être digéré, il devient un partenaire permanent. Ce phénomène s'appelle l'endosymbiose. Et ce partenariat va devenir ce que nous appelons aujourd'hui la mitochondrie. Aujourd'hui, chaque cellule de notre corps, neurones, cellules cardiaques, cellules musculaires, en contient des centaines, parfois des milliers. Les mitochondries utilisent l'oxygène pour produire de l'adénosine triphosphate, l'ATP, la molécule universelle de l'énergie cellulaire. Ce mécanisme s'appelle la respiration aérobie. La respiration aérobie produit jusqu'à 36 à 38 molécules d'ATP par molécule de glucose. La fermentation anaérobie n'en produit que 2, soit un rendement énergétique environ 18 à 19 fois supérieur, selon les conditions cellulaires réelles. Grâce à cette révolution métabolique, la vie peut devenir plus grande, plus complexe, plus active. C'est l'une des étapes fondatrices qui mènera des centaines de millions d'années plus tard aux animaux puis aux humains. Au début, les organismes pluricellulaires respirent simplement à travers leur surface.
L'oxygène diffuse directement depuis l'eau vers leurs tissus. C'est la respiration cutanée, encore observée chez les vers plats et chez certains invertébrés marins, mais aussi chez des amphibiens comme les grenouilles et les salamandres. Mais lorsque les animaux grandissent et que leur rapport surface-volume diminue, ce système ne suffit plus. L'évolution favorise alors des structures spécialisées. Chez les poissons, les branchies, apparues il y a environ 500 millions d'années. Elles permettent d'extraire de l'oxygène dissous dans l'eau avec une efficacité remarquable, grâce à un système de flux à contre-courant. Lorsque certains vertébrés quittent l'océan pour la terre ferme, il y a environ 375 millions d'années, un nouveau système évolue, les poumons. Les poissons poumons, dipnoïs et les tétrapodes primitifs comme Tiktaalik-rosea constituent les témoins fossiles de cette transition. Chez les mammifères, les poumons atteignent une complexité extraordinaire. Environ 300 millions d'alvéoles pulmonaires, une surface totale d'échange de 50 à 75 mètres carrés selon les individus, l'équivalent plus ou moins d'un terrain de badminton, et un réseau capillaire qui, déplié, mesurerait environ 2000 km. Notre façon de respirer ne dépend pas seulement de nos poumons. Elle est profondément liée à l'architecture de notre visage. Chez nos ancêtres hominidés, et même chez les humains anatomiquement modernes des premières populations de chasseurs-cueilleurs, les maxillaires étaient généralement plus larges. Les voies aériennes supérieures, nasales et pharyngées, étaient morphologiquement mieux adaptées à la respiration nasale. Le nez joue un rôle que l'on sous-estime systématiquement. Il ne sert pas seulement à laisser entrer l'air, il constitue un système de traitement actif. Filtration des particules, allergènes, pathogènes, grâce aux poils nasaux et au mucus. Humidification de l'air jusqu'à 100% d'humidité relative avant d'atteindre les bronches. Réchauffement de l'air à la température corporelle. Production d'oxyde nitrique dans les sinus paranasaux, une molécule aux propriétés vasodilatatrices et antimicrobiennes. L'oxyde nitrique nasal améliore la perfusion et la ventilation pulmonaire. Il joue également un rôle dans la régulation de la pression artérielle. Cette molécule est produite lors de la respiration nasale et presque absente lors de la respiration buccale. C'est une raison physiologique concrète pour laquelle le yoga insiste sur la respiration nasale. On pense instinctivement que la respiration sert uniquement à apporter de l'oxygène. Mais un autre gaz joue un rôle tout aussi essentiel et largement méconnu, le dioxyde de carbone. Le CO2 n'est pas qu'un simple déchet métabolique à éliminer. Il est un régulateur physiologique de première importance. Première fonction, il régule le pH du sang. Lorsque le CO2 augmente, le pH baisse. Le sang devient plus acide. Lorsqu'il diminue, le pH monte. Ce déséquilibre acido-basique est capté par les chémorécepteurs dans le bulbe rachidien et les corps carotidiens, qui envoient l'ordre de modifier la fréquence respiratoire. Deuxième fonction, l'effet Bohr. Décrit par le physiologiste danois Christian Bohr en 1904, cet effet stipule que l'hémoglobine libère plus facilement de l'oxygène vers les tissus lorsque la concentration en CO2 est élevée et le pH bas. En clair, si vous respirez trop vite, vous expulsez trop de CO2. Le pH sanguin monte et paradoxalement, moins d'oxygène arrive à vos cellules, malgré un excès d'oxygène dans les poumons. Cette découverte est au cœur des travaux du docteur Konstantin Bouteïko, médecin soviétique qui a développé une méthode thérapeutique basée sur la réduction du volume respiratoire pour améliorer la tolérance au CO2. La méthode Bouteïko a été étudiée notamment pour l'asthme et les troubles respiratoires fonctionnels. La respiration est donc un équilibre subtil et permanent entre deux gaz.
Ce n'est pas seulement un apport d'oxygène, mais une danse biochimique finement réglée. La respiration occupe une place unique dans la physiologie humaine. C'est le seul système vital qui est à la fois automatique, contrôlé par le tronc cérébral sans effort conscient, et volontaire, qui peut être modifié à tout instant par le cortex moteur et le cortex préfrontal. Cette double nature fait du souffle une interface unique entre le corps et l'esprit. En modifiant notre respiration, nous pouvons influencer directement le système nerveux autonome. Mécanisme clé, le nerf vague, c'est le plus long nerf du corps, reliant le tronc cérébral aux organes viscéraux, cœur, poumons, intestin. Lors d'une inspiration lente, les afférences vagales envoient un signal de calme au cerveau. La fréquence cardiaque ralentit légèrement. Lors de l'expiration prolongée, cet effet est encore amplifié. C'est ce que l'on appelle l'arythmie sinusale respiratoire. Elle est un indicateur de bonne santé vagale. Une respiration lente, entre 5 et 6 cycles par minute, est associée à une activation maximale du système parasympathique. Elle est étudiée pour ses effets sur la réduction du cortisol et des marqueurs de stress, l'amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, la régulation de l'anxiété et des états émotionnels, et le soutien à la récupération post-effort. Après 3,5 milliards d'années d'évolution respiratoire, un paradoxe s'est installé silencieusement dans nos vies. Beaucoup d'humains modernes respirent aujourd'hui de manière chroniquement sous-optimale. Les facteurs documentés par la recherche incluent la respiration chronique par la bouche, associée au ronflement, à l'apnée du sommeil et une réduction de la production d'oxyde nitrique. La respiration thoracique superficielle liée au stress chronique et à la sédentarité, avec une sous-utilisation du diaphragme. Une posture en flexion prolongée, travail sur les ordinateurs par exemple, qui réduit l'expansion thoracique et comprime les viscères. La pollution atmosphérique qui altère les muqueuses et les tissus pulmonaires, et le stress psychologique chronique qui maintient le système nerveux en activation sympathique et raccourcit le souffle. Sur le plan anatomique, des chercheurs comme Daniel Lieberman ont documenté que les mâchoires humaines modernes semblent en moyenne plus étroites que celles de nos ancêtres. Ce phénomène directement lié à notre alimentation moderne, plus molle et transformée, réduit l'effort de la mastication dès le plus jeune âge. Cette sous-stimulation freine le développement naturel des mâchoires et du palais, entraînant progressivement un rétrécissement des voies aériennes supérieures et perturbant la qualité de la respiration. Avons-nous oublié comment respirer naturellement ? Bien avant que la science moderne dispose des outils pour mesurer la respiration, des traditions du monde entier avaient compris quelque chose d'essentiel. Le souffle est bien plus qu'un échange gazeux. Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, considérait la respiration comme un mécanisme régulateur de la chaleur corporelle et de l'équilibre humoral. Galien, au IIe siècle, a développé la première théorie physiologique documentée de la respiration, en distinguant déjà le rôle des poumons, du cœur et des artères. Le concept de Qi, énergie vitale circulant dans le corps par des méridiens, est inassociable de la respiration. Les pratiques de Qigong codifient depuis au moins 2 millénaires des techniques respiratoires à visée thérapeutique, méditative et martiale. 200 ans environ avant Jésus-Christ, le Huangdi Nanjing décrit déjà l'importance du souffle régulier dans le maintien de la santé.
Les systèmes de vent intérieur constituent l'un des piliers de la médecine tibétaine traditionnelle. Les pratiques Tsalung dans le Vajrayana mobilisent le souffle comme un vecteur de transformation de la conscience. Et le Gyushi décrit les pathologies liées au dérèglement du souffle vital. Wilhelm Reich, médecin et élève de Freud, a été l'un des premiers en Occident à établir un lien entre les schémas respiratoires et les états émotionnels chroniques, avec sa théorie des cuirasses musculaires. Alexander Lowen, fondateur de la bioénergie dans les années 1950, a intégré le travail respiratoire à la psychothérapie corporelle. Plus récemment, le psychiatre Stanislav Grof a développé la respiration holotropique, une technique hyperventilée à visée thérapeutique dans les années 1970-80. Parmi toutes ces traditions, le yoga offre probablement le système le plus structuré et le plus ancien de travail conscient avec le souffle. Dans la philosophie du yoga, le souffle mécanique, l'air, est le vecteur d'une énergie plus subtile appelée prana. Le terme prana désigne l'énergie vitale universelle qui anime toute forme de vie. Il ne se confond pas avec l'air lui-même, mais la respiration en est le canal privilégié. Le pranayama est littéralement l'expansion, ayama, du prana par la maîtrise du souffle. Patanjali en fait le 4e des 8 membres du yoga dans ses Yoga Sutras. Tasmin sati shwasa prashwasa yoha gati vicheda pranayamaha. Cela étant établi, sous-entendu les asanas, l'interruption du flux inspiratoire et expiratoire est le pranayama. Le Hatha Yoga Pradipika de Svatmarama décrit en détail les techniques de pranayama. Nadi Shodhana, purification des canaux, Kumbhaka, les rétentions, Bastrika, la respiration du soufflet, Sitali, une respiration qui refroidit, Brahmari, la respiration de l'abeille. Chacune vise un effet spécifique sur le système nerveux, le mental et l'énergie vitale. Aujourd'hui, des études scientifiques commencent à documenter les mécanismes sous-jacents de certaines de ces pratiques. Réduction du cortisol et de l'activité du système nerveux sympathique, amélioration de la variabilité cardiaque et de la cohérence cardiaque, effet sur la dépression, l'anxiété et le stress post-traumatique, et la modulation des inflammations par la voie vagale. Chaque respiration que vous prenez en ce moment est le résultat de 3,5 milliards d'années d'évolution. Depuis les premières bactéries des océans primitifs, jusqu'aux cyanobactéries qui ont transformé l'atmosphère, en passant par l'invention des mitochondries, des branchies, des poumons, jusqu'à cet instant précis où votre diaphragme se contracte et dilate vos alvéoles. Le souffle est l'héritage le plus ancien, le plus universel et le plus intime de la vie sur Terre. Des médecins grecs aux maîtres taoïstes, des sages tibétains aux pionniers de la psychologie corporelle, des Yoga Sutras de Patanjali aux neurosciences contemporaines. Toutes les grandes traditions, toutes les grandes cultures ont à leur manière reconnu que le souffle n'est pas anodin. Et moi, je veux être honnête avec vous. Je pense que nous sommes au tout début de la compréhension du potentiel thérapeutique de la respiration. Oui, thérapeutique. Ce mot est fort et je le choisis consciemment. Pas au sens de guérison miraculeuse, pas au sens de remplacement de la médecine, mais au sens d'un levier psychologique, neurologique et physiologique d'une puissance que nous sous-estimons profondément. Les études existent, elles sont encore fragmentées. La recherche commence à peine à explorer ce territoire, mais les données convergent vers une idée centrale.
La façon dont vous respirez influence votre santé, profondément, durablement. Et le fait que cet outil soit gratuit, permanent et disponible à chaque instant, c'est peut-être là son paradoxe le plus troublant. Le souffle est certainement un outil de guérison encore méconnu. Il mérite toute notre attention et une recherche beaucoup plus profonde. Si ce voyage vous inspire, abonnez-vous. Et maintenant, prenez une respiration consciente. Inspirez par le nez et expirez lentement. Vous venez de faire quelque chose que votre corps fait depuis 3,5 milliards d'années, mais cette fois, vous l'avez fait consciemment.